Heureusement, il y avait un avantage à les voir ensemble. À côté de la sorcière, l'oncle Andrew ne vous faisait pas plus peur qu'un ver de terre à côté d'un serpent à sonnette ou une vache à côté d'un taureau fou. Bienvenue derrière la porte de l'armoire, le podcast où on vous emmène à la recherche des sens cachés dans les histoires de mondes imaginaires créées par C.S. Lewis, l'auteur des célèbres chroniques de Narnia. Bonjour Lula. Bonjour Anna. Alors il y a 2 semaines, nous avons découvert Charn, un endroit complètement décrépit, détruit par le mot déplorable de la reine usurpatrice Jadis, une reine certes très belle, mais complètement maléfique et assoiffée de pouvoir. Et les enfants ont essayé de s'échapper de cet endroit où régnait la mort en mettant leurs bagues. Et on était entre deux mondes. Et aujourd'hui, on arrive dans ce bois d'entre-deux-mondes, et on va vous résumer le chapitre du jour, le chapitre 6, le début des mésaventures de l'oncle Andrew. Polly et Diggory arrivent dans le bois entre les mondes, mais se rendent compte que Jadis, cramponnée aux cheveux de Polly, les a accompagnés. La reine a perdu tout pouvoir et elle se sent très mal dans le bois. Polly et Diggory tentent à nouveau de lui échapper en partant pour Londres, mais elle parvient à les suivre. Arrivée dans notre monde, elle reprend des forces et ordonne à l'oncle Andrew, qu'elle décide de prendre pour esclave, de lui trouver un moyen de locomotion pour qu'elle puisse partir à la conquête du monde. Il va se faire une beauté parce qu'il imagine stupidement qu'elle pourrait tomber amoureuse de lui, puis tente d'emprunter de l'argent à sa sœur, la tante Letty. Il dit qu'une invitée de marque vient d'arriver, mais Letty ne le croit pas, car personne n'a sonné. Sur ces entrefaites, Jadis, lasse d'attendre, arrive dans la pièce. Alors, c'est dans ce chapitre que le narrateur commence à appeler la reine sorcière. Et ça, c'est un indice supplémentaire sur qui elle va devenir ensuite. On a cette phrase, la reine ou la sorcière, peu importe le nom que vous préférez lui donner, s'était transportée avec eux en s'accrochant aux cheveux de Polly. Et donc on apprend en même temps à cette occasion que les bagues marchent comme des aimants et que si on touche quelqu'un qui touche une bague, on peut voyager avec lui. D'où le fait qu'ils n'ont pas pu se débarrasser de la sorcière. Alors j'avais une question pour toi, Lula. Pourquoi, à ton avis, Jadis perd-elle toute sa force quand elle est dans le bois ? Elle est totalement transformée, on ne la reconnaît plus. Est-ce que tu as une explication pour ça ? Alors, ce que j'imagine, c'est la force de ce bois entre deux mondes. On voit dans le chapitre 6 que sur Terre, elle a moins de pouvoir, mais elle a beaucoup plus de pouvoir que ce qu'elle avait dans le bois entre les mondes. J'imagine cet endroit comme un endroit profondément anesthésiant qui est un peu hors espace-temps et qui coupe les pouvoirs de, au fond, tout le monde. Mhm. Est-ce que j'ai à peu près raison ou est-ce qu'il y a d'autres choses à dire Oui, sur ce bois entre les bah, mondes ? oui, je pense que tu as raison. En même temps, moi, ce qui m'a frappée, c'est qu'elle semble plus affectée que les enfants, hein. Eux, ils ont juste envie de dormir. Mais elle se sent carrément mal, elle a du mal à respirer, elle a même l'impression qu'elle va mourir étouffée. Et du coup, moi, je me suis dit que, comme on avait vu que c'était un endroit très dense, et on avait l'impression que ce bois était un endroit qui appartenait aux arbres et qui prenait toute la place, je me suis dit qu'il n'y avait peut-être pas beaucoup de place pour d'autres êtres vivants. Et comme elle a un ego surdimensionné, elle a du mal à vivre dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de place pour elle. Et puis aussi, il y a un deuxième élément, je me suis dit aussi, ce bois, c'est un endroit où on perd la mémoire. Et perdre la mémoire, ça veut dire perdre la maîtrise des choses. Or, pour elle, donc perdre la mémoire, ça veut dire perdre le contrôle de sa vie. C'est quelque chose qui est plus terrible pour elle que pour quelqu'un d'autre, je pense, parce qu'elle veut absolument tout maîtriser, être le capitaine de son âme, hein. Elle veut être comme Satan dans le paradis perdu. Elle veut plutôt régner en enfer que servir au paradis. Elle veut pas lâcher prise. Et donc, à mon avis, c'est pour ça qu'elle se sent plus mal que les enfants dans cet endroit. Oui, pour moi, c'était un endroit où les sortilèges n'avaient pas d'effet, et comme les enfants ne sont pas sous un sortilège quelconque,
ça ne change pas, mais elle, qui est une reine et une sorcière, elle a sûrement plein de sortilèges qu'elle a mis sur elle pour la vie éternelle, ou en tout cas une vie plus abondante, pour la beauté, pour la force, etc. Et que donc ces artifices tombent dans ce bois entre les mondes, et comme les enfants n'ont pas eu recours à des artifices, ils se sentent beaucoup moins affectés, autre que cet aspect anesthésiant, apaisant, onirique de cet endroit tout à fait particulier. D'accord. Alors, dans ce bois, elle n'a plus aucune force, et donc les enfants arrivent facilement à se dégager d'elle. Et du coup, elle fait appel à leur pitié. Elle dit qu'elle va mourir s'ils la laissent là. Alors, Pauline n'est pas du tout impressionnée. Par contre, Diggory ne peut pas s'empêcher d'avoir un petit peu pitié d'elle, et il hésite au moment de sauter dans la mare. Et à cause de cette hésitation, elle arrive à lui attraper l'oreille et à partir avec eux pour Londres. Pour toi, cette hésitation, c'est une force ou une faiblesse? Alors, c'est exactement la question que j'allais te poser, figure-toi. J'allais te demander si, à ton avis, Diggory était coupable d'éprouver cette hésitation, qui est motivée quand même par la pitié, ou non. Alors, le narrateur, en tout cas, ne prend pas position. Et bah ouais, j'avais envie d'avoir ton avis. Je peux te donner aussi le mien, comme tu veux, dans un sens ou dans l'autre. Si tu as envie de réfléchir, comme tu veux. Je suis un petit peu empruntée, parce que on est d'accord qu'elle n'aurait pas pu sauter dans un autre monde sans bague. Oui, oui. Donc, elle n'était pas un danger pour un autre monde. Elle serait restée coincée dans le bois Oui, entre les mondes. tout à fait. Je suis tiraillée entre la charité et le fait que Diggory n'est pas neutre par rapport à la sorcière. Mhm. On voit que la sorcière est malhonnête, elle est méchante, elle est assoiffée de pouvoir, alors que là, elle fait appel à la pitié des enfants, on sait que c'est de la manipulation. Donc, est-ce qu'il se laisse prendre au jeu de cette manipulation, ou est-ce qu'il a une charité interne très importante? Pour moi, je n'arrive pas à me prononcer définitivement. Je pense qu'à la fois, c'est une faiblesse, parce que il met son monde en danger, clairement, et à la fois, le fait de ne pas laisser d'autres souffrir, même s'ils le méritent, je peux aussi voir ça comme une qualité. Ouais, c'est pas évident. Oui, Toi, t'as qu'est-ce que raison, t'en hein. penses? T'as raison, c'est une question très complexe. Alors, en fait, il y a deux réponses possibles. Soit on considère qu'on est dans un conte de fées pur et que jadis c'est un archétype pardon, du mal, et dans ces cas-là, il ne faut pas avoir pitié d'elle, hein, ça c'est clair. Ça reviendrait à se rendre complice du mal. Et puis, bon, comme tu l'as dit, on peut aussi se poser des questions sur les motivations de Diggory. Pourquoi est-ce qu'il a pitié d'elle, hein? Est-ce que c'est simplement de la compassion humaine ou est-ce qu'il admire secrètement sa beauté et son pouvoir? Donc ça, c'est le premier cas. Auquel cas, voilà, il faut pas la sauver. Après, si on considère Jadis comme une véritable personne capable de changer, bah, c'est nettement plus complexe. Ça revient peut-être à une question que certaines personnes se sont posées, de savoir s'il fallait assassiner Hitler ou non. Est-ce qu'il était possible qu'il change ou non? Et pour enrichir le débat, je voudrais citer aussi Le Seigneur des Anneaux, où Tolkien, lui, a fait un choix narratif qui va dans le sens de la pitié, avec Gollum. Oui, Hein, si tu veux complètement. rappeler ce petit épisode. Alors, ce petit épisode qui dure Oui. très longtemps. Je parlais du moment où ils ont Gollum pitié. Ah oui, oui, mais la pitié envers Gollum est un sujet qui est très très complexe, puisque c'est un sujet qui va durer dans une grande partie du récit. Et, et le fait que Gollum soit épargné, c'est ce qui, indirectement, va rendre la destruction de l'anneau possible. Mais ce qui est très important pour Tolkien, c'est se lâcher prise face à plus grand que soi. Et c'est très intéressant parce par exemple, il n'appréciait pas le roman Dune, qui est sorti à peu près au même moment enfin un peu plus tard, mais de son vivant, parce qu'il n'aimait pas l'idée du mal nécessaire et de devoir utiliser la fin qui justifie les moyens, et il préférait se remettre à la destinée, à se battre même si on sait qu'on va perdre, à épargner la vie de Gollum même si c'est un être détestable qui, soyons honnêtes, a très peu de chances de changer. Et ça, c'est le parti pris de Tolkien, qui je pense est aussi le parti pris de C.S. Lewis, de se dire je fais le bien
même si on pourrait me prendre pour quelqu'un de faible quand on me voit le faire. Mhm. Et de ne pas céder à la fin qui justifie les moyens. Mhm. En Ouais. tout cas pas dans le meurtre ou dans ce genre de choses. Et c'est pour ça que, pour moi, même si on est dans un conte pour enfants, dans ce cadre, C.S. Lewis appelle à une certaine compassion. Même s'il appelle aussi à l'intelligence, évidemment. Mm. Alors ici, il prend pas position, hein, le narrateur. On ne sait pas ce qu'il pense. En fait, la question est ouverte. C'est ouvert, mais justement, c'est une question complexe. Il n'est pas en Oui. train de dire que Diggory a fait complètement faux Ouais. avec sa compassion. C'est un sujet qui est Mm. complexe ici, et je pense que sa neutralité en dit beaucoup. Mm. Puisque on voit dans ces chapitres en particulier que le narrateur se permet des petits pics, des petits avis. Là, il reste silencieux, ce qui pour moi souligne la complexité de ce moment, où il n'y a pas une bonne réponse et une mauvaise réponse définitive, mais il y a cette ambivalence de la vraie vie humaine. Mhm. Et pour complexifier encore le débat, on peut aussi faire remarquer que Gollum n'est pas aussi corrompu que jadis, hein, pour revenir au Seigneur des Anneaux. Quelque part, on peut se demander si jadis n'a pas atteint un point de non-retour dans le mal, hein, puisqu'elle a tué des milliers de personnes innocentes. Et dans ce sens-là, elle ressemble plus à Sauron qu'à Gollum, hein, si on veut continuer la comparaison entre les deux histoires. Alors oui, on est d'accord, Ouais. et ça va continuer. Hein. On va pas vous spoiler, mais on n'est pas au bout des déboires de jadis. Mais je t'avoue, moi, Gollum, il me dégoûte. Oh, jadis, au moins, elle a l'avantage d'être belle. C'est horrible ce que je dis, mais Gollum, dans les histoires, dans l'écrit, est très très bien illustré à l'écran. Ah, il est difficile à supporter. Mais ça ne rentre pas dans le débat éthique. On est d'accord, mais en effet, après Gollum, il est quand même bien corrompu aussi, Oui. mais pas au niveau de jadis ni de Sauron, évidemment. Bon, en tout cas, le débat reste ouvert et personnellement, il me semble que les deux points de vue peuvent se défendre. Et moi, je pencherais quand même plutôt pour la solution de ne pas avoir pitié d'elle. Et même si le narrateur prend pas position, je me dis que peut-être Lewis aurait été aussi de cet avis parce que, par exemple, il n'était pas pacifiste et il a vécu les deux guerres mondiales, hein, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, la première en tant que soldat et la deuxième en tant que réserviste. Et il pensait, par exemple, que c'était justifié de faire la guerre à Hitler. Et il croyait en fait en la notion d'un mal nécessaire pour empêcher un mal plus grand. C'est pour ça que ça ne me choque pas de me dire qu'il aurait été, lui, pour laisser jadis dans le bois. Mais encore une fois, je pense qu'on peut envisager plusieurs solutions ici. Et si vous avez d'ailleurs envie de réagir et de nous donner votre avis sur le sujet, ben, n'hésitez pas, hein, envoyez-nous un mail à l'adresse habituelle qu'on rappelle à chaque fin de podcast. Ou sur les réseaux, sur Facebook et sur Instagram. Je pense que pour terminer ma réflexion, idéalement, si j'avais dû imaginer ce que C.S. Lewis aurait souhaité, c'est qu'ils laissent la sorcière dans le bois entre les mondes, qu'ils rentrent chez eux en sécurité et qu'ils réfléchissent à comment la gérer en y retournant. Peut-être en cherchant quelqu'un qui aurait pu venir avec eux, évidemment pas l'oncle Andrew. J'extrapole complètement, mais cette idée de ne pas la tuer, mais de la laisser dans un endroit où elle est inoffensive, le temps de réfléchir, le temps de faire son jugement. Alors c'est pas les enfants qui feraient le jugement évidemment, mais d'avoir cette réflexion par rapport à Hitler par exemple, c'était réfléchi et c'est vrai que là ce qui est pas évident dans cette situation, c'est que on n'est pas sur un champ de bataille. Ouais. Dans ce cadre-là, elle n'est pas sur un champ où les règles de la guerre font que on essaie de s'entretuer les uns les autres. Donc c'est pas évident. Non. Mais de toute façon, l'histoire se serait arrêtée là. Oui, si elle était restée dans le bois entre les mondes, et ça ferait une saison très courte pour notre podcast, donc heureusement... Sur le plan narratif, ça marche pas du tout, hein, ça on est d'accord. Donc Jadis arrive à Londres, et l'oncle Andrew est très impressionné par sa taille, sa beauté et son expression farouche et indomptable. Et le narrateur dit d'ailleurs qu'elle avait l'air 10 fois plus vivante que les gens que l'on croise tous les jours à Londres. Et c'est comme si elle tirait sa vitalité du monde ambiant.
En gros, sa motivation dans la vie, c'est d'utiliser les autres. Il serait logique aussi qu'elle ait cette capacité à vampiriser les gens. Et donc, plus elle serait entourée de monde, et plus ça lui donnerait de l'énergie. C'est une simple théorie, mais ça me semble assez logique. Et du coup, ça expliquerait aussi pourquoi dans le bois entre les mondes, elle est pas bien, parce que justement, il n'y a personne qu'elle peut utiliser, vampiriser. Ou peut-être que ça fait des millénaires qu'elle a un vieux soleil et que juste un peu de vitamine D, ça lui Aussi, fait du bien. aussi. Dans l'armoire magique, Monsieur Castor avait dit que la sorcière blanche descendait de Lilith et des géants. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Et Tout à certaines fait. personnes ont classé ça dans la liste des contradictions des chroniques de Narnia, puisque ici, elle vient de la maison royale de Charne. Moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit forcément une contradiction. Ben, d'une part parce qu'ici, on nous dit qu'il y a eu du sang de géant dans la maison royale de Charne, donc on retrouve cet élément-là. Et puis surtout, parce que ben, on a vu avec le bois entre les mondes qu'il pouvait y avoir des échanges entre les mondes. Hein. Donc, du coup, pour moi, c'est pas forcément une contradiction. Elle peut très bien descendre à la fois de Lilith, des géants, et en même temps être à Charne. Qu'est-ce que tu en penses? Non, ça me choque pas du tout, et je trouve que c'est très fidèle au récit biblique dont évidemment C.S. Lewis s'inspire. J'en parlais avec mon mari qui est aussi pasteur, et ce qui nous a sauté aux yeux, c'est le récit de la Genèse, où on nous raconte Adam et Ève comme le premier couple qui a descendance, et ensuite on apprend que leur descendance s'est mariée avec d'autres personnes. Et on peut se poser la question, mais d'où viennent ces autres personnes si c'était le premier homme et la première femme? Et dans ce cadre-là, on a un récit qui nous raconte quelque chose et qui accepte de nous raconter la création du monde et de rajouter des personnages qui n'ont pas été présentés auparavant. Le texte biblique assume complètement cela, c'est pas une erreur, c'est la manière dont il a été écrit. Et pour moi, je vois cette généalogie comme quelque chose de similaire chez Jadis, d'avoir à la fois le récit originel et à la fois le monde comme il a été créé. Pour moi, la construction est similaire au texte biblique, donc ça me choque pas. Mhm, ok. Alors ensuite, on a une comparaison entre Jadis et l'oncle Andrew. Et c'est très rigolo. D'ailleurs, il va y avoir pas mal d'humour dans les chapitres qui vont venir. Hein. Jusqu'ici, on n'a pas beaucoup ri, mais vous allez voir, là, il va y avoir beaucoup de passages amusants. Et ici, par exemple, quand on voit l'oncle Andrew à côté de Jadis, il y a plusieurs comparaisons qui sont utilisées. Donc, par exemple, on dit qu'il ressemble à une pauvre petite crevette à côté d'elle. Et puis, il y a aussi la citation qu'on a lue au début, un ver de terre à côté d'un serpent à sonnette ou une vache à côté d'un taureau fou. Et c'est rigolo. Et puis, en même temps, il y a quelque chose de sérieux derrière ces comparaisons parce qu'on voit qu'en fait, elle est tout ce qu'il est, mais en pire. Hein. On en a déjà parlé. Hein. Ils ont les mêmes principes. La fin justifie les moyens. Je suis au-dessus des lois. Je méprise les autres. Et encore une fois, La donc, lâcheté en moins. voilà. Oui, elle La est. lâcheté en Voilà, c'est moins. ça. Hein. Hmm. Mais en tout cas, on voit quand même que Jadis devient ce que. Enfin, pardon. Jadis est ce qu'on devient après avoir été l'oncle Andrew si on ne change pas. Et donc, ces comparaisons mettent en avant cet aspect-là, je trouve. Et puis en même temps, on a la confirmation de son caractère peureux. Parce que, en fait, il lui est jamais rien arrivé de ce style, puisqu'il a toujours évité les risques, on l'avait vu. Hein. Il préférait laisser le risque aux autres. Et là, en ce moment, eh bien, cette politique est en train de se retourner contre lui. Et là, il est vraiment terrorisé. Oui, et il rentre dans la dynamique malsaine que Jadis a envie d'imposer. On parlait la fois passée des minions, des larbins. Et il rentre Oui. d'une grande facilité dans ce rôle de Mm. larbin. Il rampe à ses pieds. Mm. Et on voit qu'ils sont du même monde émotionnel, enfin du même monde malsain psychologique, mais ils n'ont pas le même rôle. Oui. Parce que l'oncle Andrew n'essaie pas du tout de tenir tête à Jadis. Il devient vraiment cette espèce de... Ouais, il me dégoûte un petit peu. Il me fait penser à Langue de Serpent dans Le Seigneur des Anneaux, Ah oui. qui susurre à l'oreille du Mm. roi, euh, qui a à la fois son propre agenda, mais qui n'a pas l'aplomb de l'assumer. Il y a Mhm. quelque chose de très fade, de très faible chez l'oncle Andrew, qui à la fois est très comique, et j'ai encore une fois hâte de le voir à l'écran,
et qui à la fois me dérange profondément, Mhm. parce que c'est tout ce qu'il y a de pire, la lâcheté en plus, Mhm. ce qui fait que c'est presque encore pire. Alors c'est encore très rigolo quand elle lui demande, donc elle décide de le prendre comme esclave et elle lui demande de lui procurer un char, un tapis volant ou un dragon bien entraîné, enfin bref, ce que les personnes royales utilisent dans votre monde. Et lui, il dit, enfin il va lui commander un fiacre, hein, donc c'est l'équivalent d'un taxi aujourd'hui, hein, donc c'est comme s'il disait, bon, je vais aller appeler un Uber. Donc c'est très rigolo ce contraste, je trouve, entre les deux mondes. Et ça va se poursuivre d'ailleurs dans les 2 chapitres qui vont venir. C'est vrai que c'est presque plus drôle pour l'époque qu'aujourd'hui, parce que imaginer un fiacre aujourd'hui, Oui, il y a c'est un quelque peu chose exotique. d'assez Oui, oui, royal. oui, oui, Les tout à dernières fait. fois que j'ai vu un fiacre, c'était pour les cérémonies de la famille royale Oui, anglaise, que oui, ce oui. soit les mariages, les enterrements tirés par les chevaux. Il y a quelque chose qui a du panache, Mhm, qui à l'époque était beaucoup plus banal, mhm, évidemment. Euh, mhm. et je ne spoil pas grand-chose, mais on va rencontrer Fraise, le cheval, très bientôt, qui nous montrera aussi ce côté plus rustique Mhm, des chevaux de l'époque. mhm. Et donc, elle, elle regarde dans les yeux de l'oncle Andrew, exactement comme elle avait regardé dans les yeux de Diggory, et elle cherche la marque du magicien, hein. Et elle voit que, contrairement à Diggory, effectivement, il a la marque. Elle voit que c'est un vrai magicien, hein, même si il n'a pas de sang noble, et puis en plus il travaille avec des livres et des modes d'emploi, donc bon, il n'est pas aussi grand qu'elle, mais elle reconnaît quand même cette marque. Alors, l'idée d'une marque, c'est une idée qu'on trouve dans la Bible. Euh, et j'ai lu dans un commentaire quelque part que ça pouvait être une allusion à la marque de Caïn. Bon, personnellement, j'ai pas été convaincue. Euh, Est-ce que tu veux expliquer ce que c'est que la marque de Caïn? Et je pense que tu seras d'accord avec moi vu la grimace que tu fais à l'écran. Oui, je vois ce que le commentateur veut dire, ou la commentatrice veut dire, mais j'ai peur que ce soit un petit peu capillotracté. Je suis d'accord avec La toi. marque de Caïn, c'est dans la Genèse, où il a fauté, Caïn a tué son frère, et donc il se retrouve avec une marque euh, qui à la fois montre son péché, montre sa faute, et à la fois euh, montre la grâce de Ouais, Dieu et la l'empêche protection. d'être Ouais, attaqué, la protection. ouais, Donc tout à fait. c'est un peu ambivalent. C'est pour ça que pour moi, c'est pas plausible que ce soit. Moi, je pense à une autre marque plutôt qu'on trouve dans l'Apocalypse, qui me La semble marque du plus. diable. Oui, la marque de la bête. Oui, la marque de la bête. Ouais. Euh, Et ça me semble plus plausible parce que cette marque-là, d'après le livre de l'Apocalypse, c'est une marque qui montre qui sont les personnes qui adorent la bête, hein. Donc, en fait, la bête s'oppose au Christ, hein. Et donc, hmm. elle marque les personnes qui ont choisi le mal, en fait. Et dans l'Apocalypse, on nous dit que donc il lui fut même donné d'animer l'image de la bête, et l'image se mit à parler, et elle faisait mourir ceux qui refusaient de l'adorer. Elle amena tous les hommes, gens du peuple et grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe sur la main droite ou sur le front. Et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe, soit le nom de la bête, soit le nombre correspondant à son nom. Et donc comme c'est une marque d'allégeance à la bête qui est une représentation de Satan sur Terre, ça me semblait plus logique comme explication. Je vois ce que tu veux dire. Je sais pas si je suis beaucoup plus convaincue. Ah d'accord, bon bah Ce que si, je trouve ça intéressant, mais là j'aurais besoin de toi pour affiner ma réflexion. On est d'accord que là on parle uniquement de la mauvaise magie, pas de la bonne ah oui, bien magie sûr, bien sûr, euh, dans Narnia. tout à fait. Euh, Parce que il y a des personnages royaux qui auraient pu avoir la marque de la magie sans essayer de faire de la mauvaise magie, ou pas forcément. Non, non, pour moi ici, il me semble que c'est une marque qui... bah, c'est comme ça que je comprends le texte, hein. C'est une marque Hmm, qui montre une allégeance aux forces du mal, en fait. C'est comme ça que je le comprends. d'accord. Mm, Alors dans ce cas-là, oui, je suis plus mm, convaincue par, mhm, je suis plus convaincue par ton interprétation. mm. Euh, mais c'est simplement
voilà, la magie dans le monde de Narnia est quelque chose de complexe parce qu'à la fois elle peut Oui. être bonne et à la fois elle peut être mauvaise. Mhm. Et on peut être un magicien sans être mauvais dans Ouais. le monde de Narnia. Tout à Et fait. c'est pour ça que cette marque, pour l'instant, m'est un peu ambivalente, Mhm. où j'avais pas envie de la voir comme quelque chose de négatif nécessairement, Ouais. Mhm. mais comme une capacité ou une connaissance qui attribue certains pouvoirs et donc une certaine responsabilité. Mhm. Mhm. Mais si tu me dis que c'est uniquement une marque négative qui prête allégeance à une magie néfaste, dans ce cas-là, je serais d'accord avec toi. Ouais, je la voyais un peu comme une cicatrice chez l'oncle Andrew, Mhm. parce que on sait que ça n'est pas de naissance. Ouais. Donc il a recherché ces informations. Voilà. Ouais. D'ailleurs, la reine lui reproche cela, qu'il ne soit pas un magicien de naissance. Et pour moi, c'est là où serait mon bémol par rapport à l'image de la marque de la bête. C'est que la marque de la bête, on accepte de l'avoir apposée ou pas. Mhm. Et que si certains sont magiciens de naissance, ils ne choisissent pas d'avoir la marque. D'accord. L'oncle Andrew a choisi de l'avoir Mhm. par la recherche et par les sacrifices qu'il a pu faire, on en a parlé les épisodes précédents, mais je verrais ça un peu comme injuste si certains naissent avec une marque maléfique ou en tout cas porteuse de mauvais augure sans l'avoir choisi. Mhm. Mais de toute façon, on va pas beaucoup en reparler dans le reste du livre de cette marque, donc Non, du tout. on extrapole. Du tout. Non, c'est juste que j'avais trouvé ces deux interprétations possibles dans un commentaire et je trouvais qu'il y en avait une qui était plus convaincante que l'autre. Hein, donc, bon, je voulais juste Je suis les complètement mentionner, d'accord. Mm. Celle de l'Apocalypse est plus convaincante. Mm. Mais on n'a pas C.S. Lewis sous la main pour lui demander quelle était son inspiration, malheureusement. Et on va rencontrer dans d'autres livres des bons magiciens, effectivement, mais on ne parle jamais de cette marque. Donc, on ne sait pas. On n'a pas regardé dans leurs yeux. Alors, jadis, ensuite, une fois que l'oncle Andrew a quitté la pièce, se retrouve seul avec les enfants. Et à ce moment-là, ils ont peur. Ils ont peur qu'elle leur parle de ce qui s'est passé dans le bois. Mais en fait, ils se rendent compte très vite qu'elle n'arrive même pas à s'en souvenir. Et le narrateur dit qu'il pense, comme Diggory, qu'elle est tellement étrangère à ce lieu qu'elle ne peut même pas le garder en mémoire. Et puis ils se rendent compte aussi qu'elle les ignore complètement. Et ça confirme ce qu'on avait dit, c'est qu'elle ne s'intéresse aux gens que quand ils peuvent lui servir. Et d'ailleurs, le narrateur le dit. Hein. J'imagine que la majorité des sorcières se comportent ainsi. Elles ont l'esprit épouvantablement pragmatique. Elles ne s'intéressent aux personnes et aux objets que s'ils peuvent les servir. Pour ça qu'elle s'intéresse un peu à l'oncle Andrew. Voilà, c'est ça. Et donc justement, elle en a assez d'attendre et elle part à la recherche de l'oncle Andrew. Et donc, Polly et Diggory se retrouvent ensemble et ils se disputent une fois de plus. Donc, par exemple, Polly demande à Diggory qu'il s'excuse et elle laisse sous-entendre qu'elle va peut-être rentrer chez elle et le laisser se débrouiller tout seul. Et elle fait la liste de tous les torts de Diggory et elle oublie de reconnaître qu'elle a aussi une part de responsabilité et que tout ça ne serait pas arrivé si elle n'avait pas pris l'anneau jaune au départ. Alors, Diggory accepte de s'excuser. Et puis ensuite, il dit qu'il a peur pour sa mère. Et quand elle entend ça, Polly se radoucit et promet qu'elle va revenir l'aider à se sortir de ce pétrin. Donc une fois de plus, on voit que malgré leur dispute, ils ont tous les deux quand même une bonne nature, un bon fond. Oui, je trouve vraiment que ils sont, pour des enfants, ils sont très nobles. Dans le sens où, évidemment, c'est un conte pour enfants. Mais quand on voit tout ce qui s'est passé dans les derniers moments, je comprends bien qu'il peut y avoir des disputes des tensions très importantes, des tensions. Ils ont risqué leur vie plusieurs fois. On n'est pas sur des égratignures aux genoux, il y a quand même eu des changements de monde, réveiller une sorcière maléfique, la ramener dans le monde et on ne sait pas ce qu'elle va faire. Elle est très puissante, elle est assoiffée de pouvoir, elle veut contrôler le monde entier avec le joli soleil tout nouveau. Il y a de quoi vraiment se disputer. Alors, est-ce qu'ils sont particulièrement nobles d'esprit ou est-ce qu'ils n'arrivent pas à imaginer toutes les conséquences que peuvent avoir leurs actions? On peut en discuter, mais voilà, on voit quand même qu'ils ont un bon fond et qu'il y a une affection sincère entre les deux. Alors, dans la rubrique mauvaise traduction, j'en ai deux pour vous. D'abord, quand Polly fait des reproches à Diggory, je vous lis le petit passage.
Ensuite, tu as frappé sur la cloche avec le marteau comme un parfait crétin. Et tu t'es débrouillé pour revenir dans le bois, de façon à ce qu'elle puisse s'accrocher à nous. Alors, le mot revenir, ici, il n'a pas beaucoup de sens. Et en fait, ils sont déjà dans le bois quand elle s'accroche à eux pour partir. Et donc, en réalité, en anglais, c'est te retourner. Tu t'es retourné dans le bois, ce qui lui a permis de s'accrocher à nous. Et elle fait référence à son hésitation, au moment où il a hésité, quand il s'est retourné pour avoir pitié d'elle, et c'est là qu'elle s'est accrochée. Ah oui, parce que elle s'est accrochée à Polly quand ils sont Oui, oui, tout à arrivés fait. de Charnes Tout à à fait. Jadis. Ouais, Donc, ouais, donc ça n'aurait pas de c'est sens. le Mm. contact avec Diggory, c'est uniquement pour faire le bois entre les mondes et Voilà, la terre. voilà. Ouais. Et la deuxième mauvaise traduction, alors celle-ci ne change pas vraiment le sens du texte, mais elle est quand même très gênante pour moi à cause de la connotation qu'elle donne au texte. Alors je vais te lire ce petit passage et tu vas me dire ce que tu en penses. À présent, il est temps d'en revenir à l'oncle Andrew, dont le pauvre petit cœur battait si fort, tandis qu'il descendait les escaliers en trottinant et s'essuyait fébrilement le front avec son mouchoir. Alors, sans voir la traduction anglaise, enfin, sans voir l'original anglais, qu'est-ce que tu en penses de cette traduction comme ça? Le pauvre petit cœur. Euh, Oh, pauvre oncle Andrew. Hein, c'est Non, ça, hein? ça On est me fait d'accord. beaucoup rire. Oui, oui, c'est ça. Non, mais Mais pauvre en petite anglais, c'est pas ça, créature hein. chétive. Ben, il est tellement ridicule quand il se prépare, il s'apprête, et on le voit se parler à lui-même dans le miroir. C'est Hum, gênant. hum, On est embarrassé. hum. Oui, oui. le, le mot anglais awkward me manque en français dans ces moments parce que à la fois c'est gênant et on est gêné, enfin rien ne va dans cette scène. Hum. Donc pour moi dans la traduction française on appuyait sur ce côté mielleux Hum. qui Mais n'a dans ces pas cas-là, sa place. ce serait son point de vue, hein, peut-être. De son point de vue, ok, pauvre petit cœur. Oui, ou une Peut-être. moquerie du narrateur. Ah oui, d'accord. Bon, ouais, pour moi, oui, parce que pour moi, ça fait vraiment effectivement pauvre petit chat malade, hein, si tu connais ce jeu, C'est ça. voilà. Donc, et en anglais, bah, c'est pas ça. En anglais, c'est son pauvre vieux cœur, hein. Alors, c'est toujours Hmm. le point de vue de l'oncle Andrew, hein, mon pauvre vieux cœur, on l'imagine en train de le dire, mais pauvre petit cœur, enfin, ça fait vraiment ridicule, quoi. Moi, je trouve. Enfin, ça... Et alors, en Pour moi c'était plus, le narrateur qui se moquait de lui. ouais, ouais. Et alors en plus, il Voilà. y a le terme trottiné, hein, et c'est pareil, le terme trottiné, ça donne à l'oncle Andrew un côté mignon. Et pas du tout en anglais, il n'est pas du tout mignon parce que c'est pas du tout trottiné. En anglais, c'est he staggered down. Donc ça veut dire qu'il est descendu l'escalier en chancelant. Il n'y a rien à voir avec le fait de trottiner. Donc je veux pas être pédante, hein, mais quand même, moi je trouve que ça change l'ambiance. Oui. Ben, le résultat est le même, c'est qu'on se moque de Oui, l'oncle Andrew, oui. voilà, de ce monsieur d'un certain âge qui essaye de se faire tout beau, Mm, euh, mais qui essaye pas de se faire tout beau pour un homme de son âge, mais qui prend un rôle qu'il n'a pas, qui essaye de séduire cette femme qui n'a pas d'âge. mm, La sorcière, on ne sait pas quel âge elle a, on peut imaginer une beauté immortelle, mm. une beauté hors du temps. Donc moi d'imaginer le pauvre petit cœur d'Andrew qui, avec sa grande immaturité, a comme des premiers émois d'adolescent, personnellement ça me fait beaucoup rire. Mm. Mais je suis d'accord que c'est pas exactement la même ambiance que ce qui Mm. était dit à l'origine et quand on est traducteur, on essaie de respecter ce que l'auteur a dit. Ouais. Bon, après, je suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, il est présenté dans la suite du texte comme un être complètement ridicule, hein. Bon, on avait déjà vu qu'il était ridicule quand il s'aplatissait devant Jadis comme un paillasson. Et là, il est encore plus ridicule puisque, effectivement, déjà, il commence par boire 2 verres d'alcool cul sec, hein, donc il est obligé de boire de l'alcool pour se donner du courage. Et puis d'ailleurs, il y a aussi un humour qui est créé ici grâce au regard extérieur. Parce que, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on ne dit pas que c'est de l'alcool. Le mot alcool n'est pas prononcé. En fait, on parle de une épouvantable boisson d'adulte. Donc en fait, c'est le point de vue d'un enfant qui trouve ça complètement débile d'avoir besoin de boire ce truc qui est même pas bon. Et donc ça amplifie ce côté ridicule de l'oncle Andrew qui fait n'importe quoi en fait. Oui, et là on voit la maîtrise de C.S. Lewis dans l'écriture où il se met du côté des enfants. Mm. Euh, le narrateur et les enfants se moquent de l'oncle Andrew et on a aussi ce regard assez enfantin de cette séduction qui est complètement Tout à artificielle fait. où on peut imaginer les enfants un peu dégoûtés par cette mascarade, cette espèce de parade nuptiale Mm. euh, qui, euh,
qui doit passer mes 10 kilomètres au-dessus de la tête des enfants. Alors, il y a un passage très, très, très beau, presque, hein, je dirais, lorsqu'on décrit la façon dont il s'habille, et j'ai envie de vous le lire. Donc, c'est le narrateur qui parle, hein, et qui se remet un petit peu dans la peau du grand-père qui raconte l'histoire à ses petits-enfants, là. Vous n'avez sûrement pas connu ce style de vêtements, mais je vais vous les décrire. Je m'en souviens bien. L'oncle Andrew mit d'abord un de ces cols dits anglais, empecés, hauts et brillants, qui donnent l'impression d'être faits pour soutenir le menton. Puis, il revêtit un gilet blanc orné d'un large motif et mit en évidence la chaîne en or de sa montre de gousset sur le plastron. Il choisit sa redingote la plus chic, celle qu'il réservait pour les mariages et les enterrements. Il sortit son plus beau haut de forme qu'il épousseta. Il y avait un vase de fleurs posé là par la tante Letty sur la coiffeuse. Il en prit une qu'il mit à sa boutonnière. Il sortit un mouchoir propre, un mouchoir ravissant tel qu'on n'en trouve plus aujourd'hui, du petit tiroir de gauche sur lequel il versa quelques gouttes d'eau de toilette. Il prit son lorgnon, noué à un épais ruban noir, et l'installa solidement sur son nez. Enfin, il alla se regarder dans le miroir. Donc, il y a certaines choses qui ne se font plus du tout dans cette description, hein, donc, notamment les cols empecés, hein, qui étaient très rigides, hein, pour tenir le coup. Et il s'habille comme pour un mariage, dit le narrateur. Alors, il faut dire quand même qu'aujourd'hui encore, il y a des Anglais qui s'habillent comme ça pour les mariages. Par exemple, les chapeaux haute forme, ça se fait encore dans les mariages chics en Angleterre, hein, contrairement à... Oui, les queues de pie Voilà, également. exactement, ouais, tout à fait. Mais j'aime bien ce côté un petit peu... voilà, je vais vous décrire quelque chose que vous connaissez pas trop, les enfants, hein. C'est très ambivalent, encore une fois, parce qu'à la fois, on est charmé par cette scène sortie d'une autre époque, et à la fois, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il y a une sorcière qui vient de débarquer d'un Oui. autre monde. Est-ce que c'est vraiment le moment de Ouais, s'habiller de la sorte? tout à fait, tout à fait. Et à la fois, oui, on sent le velours noir, les rubans de velours noir sous les mains, les mouchoirs soigneusement repassés, l'odeur de l'eau de toilette qui sent bon. Et à la fois, on a l'urgence de... Il y a une sorcière qui a envie de détruire ce monde. C'est Tout à peut-être pas fait. le moment d'être d'être sur son 31. Et juste après cette description qui nous fait rêver, le narrateur continue en disant « Les enfants font preuve d'un certain type de sottise, vous le savez bien. Les adultes, eux, font preuve d'un autre type de sottise, qui était exactement celui dont faisait preuve l'oncle Andrew à cet instant. Comme la sorcière n'était plus là, il oubliait qu'il avait été terrorisé par elle et se prenait à rêver à sa beauté. Il ne cessait de se faire la réflexion « Une sacrée belle femme, mon bon monsieur, une sacrée belle femme. Je dirais plus une créature sublime. » Ouais. Et puis j'aime bien ce qu'il dit aussi après. Andrew, mon grand, parlait-il tout seul en se contemplant dans la glace. Tu sais que tu es sacrément bien conservé pour quelqu'un de ton âge, hein. Tout à fait distingué, cher monsieur. Et d'ailleurs, le narrateur se On est prive dans pas. l'urgence. Ouais, On est dans l'urgence, les enfants ont c'est fait ça. leur maximum pour essayer de sauver tout le monde, et le seul adulte qui est censé être responsable, qui est censé connaître un minimum ce qui se passe, puisque c'est le magicien, il est en train de se pomponner, de se boire de l'alcool et de se parler tout seul dans le miroir. Mm. Oh là Et là. le narrateur ne se prive pas de se moquer de lui, hein, parce qu'il dit, comme vous le voyez, ce vieux sot commençait même à s'imaginer que la sorcière pouvait tomber amoureuse de lui. Et puis après, quoi qu'il en soit, il était plus vaniteux qu'un paon. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il était devenu magicien. Que vraiment, il se moque de lui. Oh là là. Et il y a une ressemblance avec la scène qu'on a vue, je crois, la dernière fois ou la fois d'avant, je ne sais plus, lorsque Jadis pensait que c'était impossible que ce soit la simple curiosité d'enfant qui l'ait fait venir, et elle imaginait qu'un magicien était tombé amoureux d'elle et l'avait fait venir. Et là, c'est pareil, en fait, hein, il a une trop haute opinion de lui-même, et donc il imagine que c'est lui qui a fait venir Jadis grâce à ses pouvoirs. Il oublie, en fait, que ce sont les enfants qui l'ont amené. Et puis, il se fait des illusions sur son aspect physique, hein. Donc, il y a une ressemblance, là, entre les deux. Oui, et il continue dans son orgueil avec sa sœur, Oui, où il est tout à fait odieux, oui. où il va faire la manche à sa sœur, mais Mm. d'une manière Ouais, pédante et condescendante qui est ouais, absolument dégoûtante. ouais. Euh,
Oh ma chère Laetitia, dit l'oncle Andrew, il faut que je sorte. Prête-moi juste environ 5 livres, hein, ma petite biche. Mhm. Ah, il est exécrable, Mhm. exécrable ce Mhm. monsieur. Ouais. Et oui, tout ce qu'on apprend sur lui n'améliore pas du tout notre avis sur l'oncle Andrew, hein, puisqu'on apprend qu'il vit au crochet de sa sœur, qu'il n'a jamais travaillé, qu'il aime la grande vie, qu'il achète des cigares et du cognac, qu'elle paye toujours. Et aussi, on apprend que c'est lui qui gère la fortune de sa sœur et qu'elle a perdu beaucoup d'argent à cause de sa mauvaise gestion, en fait. Et ça m'a fait penser à une histoire dans la vraie vie. Euh, donc en fait, ça m'a fait penser à l'histoire des sœurs Brontë, hein, donc les sœurs Brontë qui sont très célèbres, notamment Charlotte et Émilie, parce qu'elles ont écrit des romans qui sont des grands classiques de la littérature anglaise, hein. Donc Charlotte a écrit Jane Eyre et Émilie a écrit Les Hauts du Hurlevent. Et donc en fait, Charlotte, Émilie et Anne, les trois sœurs, avaient un frère qui buvait de l'alcool et qui consommait de l'opium. Et il a aussi perdu le travail qu'il avait, donc il est revenu vivre à la maison. Et en fait, il se faisait régulièrement des dettes énormes. Et elle-même n'était pas riche, mais à chaque fois, elle payait pour lui éviter de partir en prison, puisqu'à l'époque, bah, quand on avait des dettes, on partait en prison. Et ça m'a fait penser à cette histoire. Un côté assez tragique, en fait. En effet, c'est triste, et encore là, on voit le trait de caractère de c'est toujours la faute des autres Ouais. qui se met en place. Quand il lui dit « Ma petite biche », reprit l'oncle Andrew, « tu ne comprends pas, j'ai des courses exceptionnellement coûteuses et imprévues à faire aujourd'hui. Il faut que je prépare une petite réception, je t'en prie, tu es trop sévère. » Alors que c'est lui qui vit à ses crochets, il ne met rien en place pour pouvoir avoir de l'argent à son nom. C'est la faute de sa sœur qui est trop sévère avec lui. Et on parle pas d'une urgence médicale, on parle d'une petite réception à faire. Donc, encore une fois, la mauvaise foi de l'oncle Andrew qui est soulignée. On voit aussi que Letty a un caractère totalement opposé à celui de l'oncle Andrew, parce que on la voit en train de raccommoder un vieux matelas. Donc, bah, ça donne l'idée d'une femme travailleuse, économe, courageuse aussi, hein, donc tout le contraire de l'oncle Andrew. Et on peut comprendre qu'elle soit pas très motivée pour lui prêter de l'argent. Et moi, je me pose la question, à quel point est-ce que le caractère de Letty, de Laetitia, a été façonné par les sottises de l'oncle Andrew? En partie, À quel sûrement. point est-ce qu'elle était peut-être une femme beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus sympathique, et qui, à force de devoir être toujours derrière son frère, à perdre sa fortune, à perdre sa patience, à être manipulée, à être gaslightée, comme aujourd'hui on utiliserait le terme, par son frère, qu'elle devient de plus en plus aigrie, de plus en plus amère. Fort On possible. peut imaginer que ce soit à son contact répété, qu'elle soit usée, et que peut-être qu'elle aurait bien voulu s'acheter un nouveau matelas, mais qu'à cause de ses factures de cognac, à cause de la maladie de leur sœur, la maman de Diggory, elle ne puisse pas faire preuve de sa fantaisie. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment triste. Dans les premiers chapitres, on nous dépeint une tante Letty qui est encore plus stricte que l'oncle Andrew, qui fait peur, qui a ce côté un peu marâtre. Et là, on la voit comme une femme qui doit gérer tant bien que mal les affaires du ménage, qu'elle a un frère qui ne l'aide pas, qui doit gérer sa sœur malade et qui essaye de faire au mieux avec ce qu'elle a et la patience et qui est usée chaque jour. Et donc ça m'attriste pour elle. Vraiment, je trouve que ce passage nous montre une nouvelle facette. On l'a peut-être jugé trop vite. Je trouve ça un peu triste. Et voilà que la porte s'ouvre violemment, et le chapitre se termine sur ces mots. La tante Letty se retourna et eut la stupeur de découvrir une femme immense, d'une élégance hors du commun, les bras nus, le regard flamboyant, debout sur le seuil. C'était la sorcière. Alors le loup est dans la bergerie. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la sorcière va tuer tous ceux qui se mettent sur son chemin? La tante Letty a beau être très courageuse, on est un peu inquiet pour elle, là, parce que c'est une vieille dame et elle n'a pas beaucoup de chances de s'en sortir dans un combat avec la sorcière. Bon, heureusement, c'est un livre pour enfants. Peut-être qu'elle a fait du catch dans sa jeunesse, oui, la tante Letty. Bon, heureusement, c'est un livre pour enfants, et puis j'ai déjà vendu un peu la mèche en disant qu'on allait bien rigoler dans les prochains chapitres, donc ne vous inquiétez pas trop pour la tante Letty, elle va s'en sortir.
Mais pour avoir les détails, il va falloir attendre le prochain épisode. Au revoir Anna. Au revoir Lula. Merci de nous avoir accompagnés pour cette nouvelle aventure derrière la porte de l'armoire. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Audible, YouTube et Amazon Music, ainsi que sur Instagram, derrière la porte de l'armoire tout attaché et sans accent, et Facebook. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous mettre un pouce bleu ou quelques étoiles ou encore un commentaire. Ça nous permettra de mieux nous faire connaître. Vous pouvez aussi nous envoyer vos suggestions, remarques, questions sur nos réseaux sociaux ou par mail sur derrière-la-porte-de-l'armoire@gmail.com, tout attaché, sans accent et sans majuscule. À très bientôt pour un nouvel épisode.